Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie du docteur Éric Loridan, chirurgien digestif qui s'est fait remarquer en septembre 2020, donc en fait au début de la pandémie, par une vidéo qu'il a faite dans son bloc opératoire pour nous montrer le parcours et l'usage d'un masque en milieu infectieux. Bonjour Éric, Bonjour Déborah, bonjour tout le monde. comment vas-tu? Bah écoute, je vais très bien. Le moral est au beau fixe, autant que le soleil dans notre beau pays du Nord. Alors après ta vidéo au bloc opératoire, tu as reçu les foudres du Conseil de l'Ordre et comme Louis Fouché et tant d'autres, tu ne peux plus exercer. Ça fait 7 mois à peu près que tu n'as plus de job. Tu m'as dit que C'est ça. tu m'as dit que tu vivais également dans une ville farouchement endormie, je te cite. Alors, j'ai envie de te demander, est-ce que depuis le temps, tu as réussi à en réveiller quelques-uns? Alors, Dieu merci, oui, il y en a quand même quelques-uns qui se sont réveillés et qui le sont depuis le début, mais ça reste quand même une minorité. Même on sent que de plus en plus de gens sont démotivés, démobilisés, n'ont plus envie de se battre et se laissent aller à la tempête qui vient. C'est un petit peu dommage. Alors, pour compléter, en fait, je n'ai pas eu tout de suite les foudres de l'ordre des médecins. Ça a d'abord été l'administration de l'hôpital qui m'est tombé dessus. L'ordre des médecins, c'est intervenu après, puisque je suis passé au conseil départemental en juillet 2021, quelques jours avant l'injonction présidentielle d'obligation vaccinale pour les soignants. Voilà. J'attends encore un passage à la chambre disciplinaire de l'ordre régional, mais qui n'intervient pas. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont sans doute beaucoup d'autres dossiers. Peut-être qu'ils attendent les élections, savoir quel vent va tourner et comment il faut s'orienter. Je ne sais pas. J'attends toujours. Pour le moment, bah, je mène effectivement ma vie autrement, parce que tu as raison, ça fait 7 mois que j'ai plus mis les pieds à l'hôpital, par la force des choses, hein, puisque je refuse cette injonction vaccinale, qui n'en est pas une. On sait globalement ce que c'est qu'un vaccin, bon, on ne va pas revenir là-dessus, mais ceci est tout sauf un vaccin. Les choses maintenant sont quand même très claires. Alors, ce qui est bien, c'est que si je te dis que je vais bien, que le moral est au beau fixe, c'est qu'on apprend à vivre notre vie autrement qu'avec l'hôpital, avec le salariat, avec une hiérarchie au-dessus de nous et qui décide pour nous et qui nous donne des injonctions, qui oblige des personnes qui ont pour vocation de soigner à se faire injecter quelque chose sous couvert de pouvoir garder leur emploi, ce qui s'appelle quand même du chantage, hein. C'est clairement du chantage à l'emploi qui est fait. Et donc, on est bien chargé de s'organiser autrement. On rencontre du monde, on essaie de créer sa propre liberté extérieure et intérieure. Et c'est pas une mauvaise chose en soi. Alors, dis-moi, est-ce qu'il y a eu beaucoup de chirurgiens qui ne peuvent plus opérer? À ma connaissance, nous sommes une poignée en France. J'en connais un autre à Tarbes, hein, c'est Arnaud Hubou-Perron. Après, il y a pas mal d'autres médecins de différentes spécialités. Je connais avec des cardiologues, des médecins généralistes qui sont empêchés d'exercer de la même façon, oui. On n'est pas nombreux, c'est vrai, par rapport au nombre de personnes qui ont accepté cette situation, mais on est déterminé. C'est-à-dire que maintenant, au bout de 7 mois de suspension, les médecins, comme tous les soignants qui ne voulaient pas se faire vacciner, on les aura plus, quoi. Voilà. On est une D'accord. poignée, mais je veux dire, c'est comme le vin dans la pâte, hein. Quand tu prépares une pâte à pain, il y a beaucoup de farine, il n'y a pas beaucoup de levain, mais c'est quand même le levain qui fait monter la pâte. Donc on a beau ne pas être très nombreux, je pense que le réveil viendra des gens qui ne se sont pas vaccinés et particulièrement des soignants qui ont cette crédibilité qu'on ne peut que leur accorder. Alors, j'ai envie de citer le professeur Jean-Charles Sourgna, qui est né en 1917. Et je le cite, ne croyons pas qu'en présence d'une catastrophe, nous garderons notre sang-froid mieux que nos ancêtres. Nous ne sommes pas plus raisonnables qu'eux. La panique s'emparera de nous, nous succomberons à la xénophobie pour trouver des coupables. Le désordre social s'instaurera. Cette obsession n'est qu'une des formes de la sensation d'insécurité et de l'angoisse de la mort qui caractérise l'espèce humaine. Éric, j'ai envie de te demander, en tant que chirurgien, est-ce qu'il y a beaucoup
il y a eu beaucoup de panique à cause de cette peur de mourir, en fait. Pourtant, on est tous mortels. Oui, on l'a perçu quand même. Enfin, beaucoup, je ne sais pas, mais il y a eu effectivement cette panique de mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc terrible qui nous approche et qui nous tombe dessus. Mais il y a eu aussi beaucoup de manipulation pour en arriver là. Et le professeur que tu as cité a tout à fait raison, hein. Il décrit parfaitement l'hystérie collective qui se propage dans les foules. Il suffit que plusieurs personnes, c'est la fameuse histoire du gamin qui crie au loup, quoi. Il suffit qu'il y ait plusieurs personnes qui crient au loup pour que tout le monde panique et puis se précipite dans la gueule du loup. Alors, en fait, Euh, je... Ah, Eric, pardon, excuse-moi, il y a une petite coupure. Ah, tu es là? D'accord. oui, je suis là. D'accord. Je ne sais pas si tu avais terminé ta phrase. Oui, tu parlais du loup, on criait au loup. Oui, c'est ça. Puis au fur et à mesure qu'on crie au loup, ben, malheureusement, les gens y croient toujours. On pense toujours qu'à un moment donné, les gens sont raisonnables et puis finissent par ne plus y croire, mais au niveau collectif, on arrivera toujours à faire paniquer les gens. Et surtout avec la mort. La maladie et la mort sont deux sujets qui sont extrêmement sensibles dans l'inconscient des gens et pour lesquels on estime qu'il n'y a pas d'autre salut que de l'extérieur. Et si on ne se protège pas de l'extérieur et si on n'attend pas de l'aide d'autres choses de l'extérieur, comme la médecine, on pense qu'on est cuit et alors, en fait, on ne se rend pas bien compte qu'on a le salut qui est le salut du corps autant que le salut de l'âme, qui est d'abord en nous-mêmes et qu'il va falloir chercher en nous-mêmes. Dès qu'on fait miroiter chez les gens l'inquiétude de la maladie et de la mort, effectivement, c'est l'inconscient collectif qui commence à réagir et c'est l'irrationnel qui prend le dessus. On l'a vu, hein, on a réussi à faire croire à tous les gens que le port du masque dans la rue était un geste salvateur. On a réussi à leur faire croire que il fallait rester 15 jours chez soi, complètement fermé, et puis à 15 jours à nouveau, jusqu'à un total de 2 mois, si j'ai bonne mémoire, pour faire croire qu'on s'en sortirait vis-à-vis d'un virus. On a réussi à faire croire qu'il n'y aurait pas d'autre possibilité que de se faire injecter un produit créé à la va-vite et qui nous sortirait de là. Euh, je pense que c'est aussi, il y a non seulement de la crédulité collective, mais cette crédulité, elle est liée au fait on est une société qui panique facilement parce qu'elle n'a plus de lien. Alors, il faut prendre ça comme vous le voulez, mais de lien spirituel, de lien transcendantal. Tu parles d'une connexion, en fait, d'une connexion à une force supérieure, à un grand tout, en fait, qui connecte. On va l'appeler comme on veut. Oui. Certains l'appellent Dieu, d'autres l'appellent le grand tout, Dame Nature, ce que vous voulez, mais en tout cas, on est des êtres, on est d'abord, et non pas des êtres charnels avec un esprit, mais on est des êtres spirituels avec un corps. Et ça, on l'oublie régulièrement. Et cette situation de crise est là pour nous révéler que il va falloir le réaliser. Il va falloir se réaliser soi-même. On n'est pas enfermé dans un corps. On est des êtres lumineux. Et la peur ne doit pas avoir le dessus sur nous. La peur est très mauvaise conseillère. Oui, et tout ça a été voulu, en fait. Je pense que la coupure à la connexion a été voulue. Donc, on est dans cette période où, même s'il y en a qui ont déjà retrouvé cette connexion depuis très longtemps et qu'on est en train de rabâcher, ça se trouve, les mêmes choses, on est dans cette période de transition et de reconnexion au divin. Moi, j'aime bien l'appeler le divin ou l'univers. Ouais. Et j'ai envie de te demander, en fait, est-ce que toute cette histoire, toute cette pandémie, finalement, n'aura pas servi à faire prendre conscience à de nombreux praticiens qui sont dans la médecine allopathique, qui ne veulent plus avoir affaire à une seule autorité qui leur dit, qui leur impose comment soigner avec tel médicament chimique, etc. Donc, en fait, quelque part, est-ce que tout ça, c'est pas positif? Ça nous amène pas à redécouvrir ce qui existe déjà, ce qu'on a Alors oui et non. perdu? Je dirais oui que ça permet à beaucoup de personnes, pas seulement des médecins et des soignants,
de réaliser qu'on n'est pas que un corps voué à disparaître. Mais pour ce qui concerne les médecins, je serais beaucoup moins optimiste que toi parce que il faut vraiment bien se rendre compte que dans nos études de médecine et dans notre pratique médicale, nous sommes pasteurisés. Nous sommes bien pasteurisés. On nous a bien inculqué Écrémé, de la médecine pasteurisé, allopathique. écrémé. Pasteurisé. On nous a bien appris qu'on était des êtres qui étaient susceptibles d'être malades et pour lesquels il fallait donner des médicaments ou faire des traitements agressifs. En fait, dans nos études de médecine, on ne nous apprend pas la bonne santé, on nous apprend la maladie. On ne nous apprend pas le corps dans sa plénitude. On nous apprend simplement que nous sommes une série d'organes, le cerveau, le foie, l'estomac, et qu'il faut soigner le cerveau, le foie, l'estomac. On n'apprend pas l'intégralité du corps, ce qu'on pourrait appeler, c'est des termes que je ne connaissais pas du tout, moi qui suis de cette école d'allopathie pure, hein, mais ce qu'on appelle de la médecine holistique, qui prend en charge tout l'individu. Quand on a des problèmes articulaires, c'est pas forcément parce que seulement les articulations s'usent, c'est aussi sans doute parce qu'il y a un dérèglement au niveau du biotope intestinal. C'est probablement aussi parce qu'on a des antécédents familiaux qui n'ont pas, des blessures de famille qui n'ont pas été gérées. C'est ça de la médecine holistique. Et c'est une bonne chose parce qu'on commence à le découvrir, mais malheureusement, je pense qu'on ne le découvre pas par les médecins. On le découvre par d'autres types de soignants. Je pense particulièrement à des naturopathes, à des thérapeutes qui n'ont pas forcément un diplôme issu de l'État, mais qui ont une expérience de terrain qui est considérable. Et les médecins vont quand même, à un moment donné, être obligés de suivre le mouvement. Parce que la médecine telle qu'ils l'ont connue et telle qu'ils la pratiquent est en train de battre de l'aile. Je ne dis pas qu'elle va disparaître, on a besoin de certaines allopathies. C'est très clair que ce n'est pas les fleurs de bac qui vont réussir à sauver une jambe cassée. Il va falloir encore des chirurgiens, mais il n'empêche que une micronutrition, par exemple, pourra permettre de favoriser une cicatrisation de jambe après l'opération chirurgicale. Donc la médecine allopathique va devoir s'adapter à une nouvelle forme de médecine qui serait... Alors, je ne voudrais pas l'appeler la médecine, comme ça on ne va pas faire d'amalgame avec ce qui existe maintenant, mais une autre forme du prendre soin. Alors, le prendre soin, c'est intéressant parce que c'est à la fois le thérapeute, le soignant, celui qui va prendre soin de l'autre, mais le prendre soin, ça nécessite aussi que ce soit chacun qui réalise qu'il est le maître de sa santé. Le thérapeute, lui, ne sera là que pour accompagner. C'est pas mal. Moi qui n'ai connu qu'une médecine où le médecin, le chirurgien est là pour, non pas pour accompagner les gens dans leur guérison, mais pour les orienter dans leur guérison, ce qui n'est pas la même chose, leur dire quel chemin ils doivent prendre. Je pense que ça va être une belle petite révolution. Et c'est pas mal. C'est au moins l'avantage de cette crise qui est en train de faire couler ce qui n'a plus tellement sa place parce qu'il est un peu corrompu en matière de science, en matière de médecine. Alors corrompu, pas forcément au niveau financier, mais corrompu parce qu'on a perdu le sens. On a perdu le sens de l'idéal de médecin. Et on va être obligé de récupérer parce que la situation s'y prête maintenant avec cette crise Covid. On va pouvoir retrouver d'autres manières de prendre soin de soi et de prendre soin de l'autre. C'est bien, c'est une bonne chose. Alors, Eric, À sortir de Big Pharma. Eric, je me permets en fait de te contredire puisque tu as dit qu'il n'y a pas de médecins qui vont voir autre chose et qui vont peut-être s'intéresser à l'holistique. Eh bien non, il y a déjà toi. Donc tu es médecin, tu es chirurgien digestif, et tu t'intéresses. Je crois que tu m'as dit que tu préparais un coaching santé sur la nutrition et tu t'intéresses également à la sonothérapie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot, s'il te plaît? Alors, tu as raison, je peux effectivement être contredit là-dessus, mais simplement nous sommes une poignée. Comparativement au nombre de médecins qui restent encore dans le tout allopathique, on peut se compter sur les doigts de main d'un lépreux, si tu veux. Donc, le salut ne viendra pas des médecins là-dessus. Ça, c'est la première chose. La deuxième, oui, effectivement, ça nous oblige, cette crise, à nous réinventer et à redécouvrir certaines capacités qui sont en nous. Je rappelle quand même,
parce que ça me paraît important, qu'il y a 16 000, à peu près 16 000 soignants empêchés d'exercer en France. Empêchés d'exercer et pas seulement licenciés. Il faut quand même le retenir. Quand un soignant est suspendu, ça veut dire que du jour au lendemain, il n'a plus de boulot, il n'a plus de rentrée d'argent. J'insiste parce que souvent on nous dit « Ah, bah, le pass vaccinal est levé, c'est bon, tu vas pouvoir travailler ». Ben non, l'obligation vaccinale pour les soignants persiste. Donc, ce scandale de la loi du 5 août, qui est une loi scélérate dans laquelle le président de la République a réellement déclaré la guerre aux soignants et avec eux aux Français, et ben cette loi persiste. Je ferme la parenthèse. Donc, on est obligé de se réinventer et de retrouver d'autres choses qui nous fassent vibrer. Moi, personnellement, à 54 ans, je n'ai pas l'intention d'avoir un boulot qui me permette juste de remplir l'assiette de mes gosses et qui n'ait aucun sens. Pendant plus de 20 ans, j'ai exercé la chirurgie. Donc, les problèmes nutritionnels, les carences alimentaires, bah, je connais. Je connaissais plutôt de loin parce que j'avais des médecins nutritionnistes qui s'en chargeaient. Moi, j'étais la petite main, j'opère, et puis eux, ils courent après les carences nutritionnelles. Mais par la force des choses, je m'y suis maintenant intéressé, personnellement. Et je pense qu'effectivement, avec l'alimentation, on peut gérer beaucoup de choses. Et avec ce qui est maintenant une espèce de révolution depuis une petite quinzaine d'années, hein, c'est la micronutrition, on n'en parle pas beaucoup. Et pourtant, c'est quelque chose de capital. La micronutrition, c'est quoi? C'est pas manger un tout petit peu, c'est manger les micronutriments. On n'est pas en carence en calories, en protéines, en glucides, en lipides. On a plein de nos assiettes et même de trop. Surtout, mais particulièrement avec une alimentation très industrialisée. Par contre, ce dont on manque, ce dont nos cellules manquent, ce sont tous les micronutriments que sont les vitamines et les sels minéraux. C'est très mystérieux parce que ça fonctionne en synergie. Il y a certaines vitamines qui ont besoin d'autres sels minéraux et inversement pour fonctionner, pour être efficace dans l'organisme et selon telle capacité. On connaît par exemple la synergie entre la vitamine D et le calcium. On connaît la synergie entre la vitamine C et le fer. Mais on connaît beaucoup moins d'autres façons qu'a notre organisme de se régénérer et de créer soi-même des améliorations de santé ou des guérisons par différents autres micronutriments qui existent dans la nature et qu'on va redécouvrir. Je pense au sélénium, au barium, au cuivre, au zinc, bien sûr. Et puis toutes les vitamines du groupe B, les vitamines E, le vitamine K, toutes ces choses qui sont souvent absentes de notre alimentation. On ne s'en rend même pas compte, mais on est tous victimes de micro-carences. Sur cette piste-là, parce que la micronutrition peut améliorer beaucoup de choses, beaucoup de problèmes, à la fois de problèmes d'humeur, de sommeil, de bien-être, de santé. Voilà, et puis j'avoue que depuis 3 mois que je m'y mets et que je forme là-dessus, j'ai des résultats tellement agréables, assez surprenants, que ça me donne envie de continuer. Alors moi, je rends grâce à cette crise qui me permet de découvrir une nouvelle voie du prendre soin. Alors pour ce qui est de la sonothérapie, non, je ne m'y intéresse pas, je viens de découvrir que ça existait. Et justement, la semaine prochaine, dans mon émission À votre santé sur TVADP, je vais interroger une infirmière qui est empêchée d'exercer et qui a un projet de créer des ateliers de sonothérapie. Elle veut se lancer là-dedans. Donc, comme elle est suspendue, elle n'a pas le sou, elle fait une cagnotte. Elle a lancé une cagnotte sur Internet et on va donc en parler mardi prochain parce que ce sont des alternatives qui m'intéressent et qui m'interpellent beaucoup. La sonothérapie, la luminothérapie, les soins par les pierres, par les plantes, c'est toutes des choses qu'il faut chercher, apprendre et découvrir. Moi, j'avoue, je suis d'une nature curieuse. J'ai beau être un allopathe pur, ma curiosité est assez éveillée quand on me parle de ces techniques, de ces méthodes naturelles. Donc, tu me donneras les liens, on les mettra oui, joints à la vidéo pour les gens que ça intéresse. très bien. Et je crois que tu as rencontré le docteur Bouillon, c'était quand hier? Voilà, c'est ça. De quoi? Il a fait une conférence de presse. Quel était le sujet? Comment ça s'est passé avec lui? Est-ce que tu peux rappeler qui est le docteur Bouillon, s'il te plaît? Oui.
David Bouillon est un médecin belge qui est domicilié à Mons et il a créé depuis 2018, je crois, un système de soins en Belgique qui s'appelle Lagardère. Son principe, c'est de dire si tu ne viens pas à Lagardère viendra à toi. Si tu ne viens pas aux soins, c'est les soins qui viendront à toi. Il avait fait principalement pour les personnes qui étaient isolées, sans médecin traitant à proximité et qui n'avaient pas de soins disponibles rapidement. Donc lui, il a créé un centre ambulatoire et ensuite un centre fixe à Mons. Et il a pris position rapidement et très clairement dans cette Covido-partie qu'on nous fait vivre depuis 2 ans. Et il a soigné des gens qui avaient le Covid et il n'a pas de mort, il n'a pas de complications, il n'a pas d'hospitalisation, simplement parce qu'il se permet de soigner les gens et ne pas leur dire de rester chez eux avec du paracétamol. Il va les voir, il fait des prises de sang, il voit s'il y a des risques de complications, il voit s'il faut mettre de l'oxygène, s'il faut mettre des antibiotiques, s'il faut mettre des anticoagulants. Enfin, il soigne, quoi. Il fait son boulot de soignant. Et il a tous les ennuis avec l'ordre des médecins en Belgique à cause de ça et de certains de ses confrères qui lui cherchent des noises. Mais David, c'est pas un gars qui se laisse faire, il a de la gouaille. Je l'avais interrogé dans une de mes émissions, c'était au mois de janvier, avec Benoît Ox, qui est médecin luxembourgeois, par ailleurs suspendu en ce moment, parce qu'il a soigné ses patients à l'ivermectine et que ça n'a pas plu au Conseil de l'Ordre. Mais voilà, donc il est suspendu pendant 1 an alors qu'il a eu 0 mort. Et David, je l'ai rencontré ensuite à l'International Covid Summit à Massy, début avril, où nous avons discuté ensemble encore longuement. Et il m'avait proposé de venir à la conférence conférence de presse qu'il organisait ce mercredi 19 avril à Mons. Donc, j'ai pris ma voiture, puis on y est allé. Ça fait jamais que 2h30 pour moi, donc c'est très bien. On a beaucoup discuté avec toutes les personnes qui étaient là, avec des gens qui l'avaient soigné, avec des papas qui ont perdu leurs enfants, et avec des soignants suspendus, avec des scientifiques. Et bon, David a créé une association maintenant qui s'appelle Lagardère International. Et il a vraiment envie de l'exporter et son objectif est que ça franchisse les frontières. Pour le moment, en Belgique, ça prend de l'essor puisqu'il y a une antenne maintenant à Liège et une autre à Mouscron, ou si elle n'y est pas encore, elle ne va pas tarder à l'être. Et on ne désespère pas de faire le même type de soins en France parce que c'est assez original, ça reste très médical, c'est-à-dire on vient voir, tu appelles, on vient voir, tu as besoin d'une prise de sang, on te fait la prise de sang, tu as besoin d'un traitement, on te fait un traitement, mais on continue de te suivre et on ne te lâchera pas, il est hors de question de te dire de rester chez toi avec du paracétamol. Et ça, c'est vraiment des choses qui me plaisent beaucoup. David a vraiment envie de continuer son boulot de médecin, ce pourquoi il a été formé, et sans jamais avoir oublié son serment d'Hippocrate, et avec le primum non nocere. Et il y a tellement de médecins qui se sont assis dessus ces derniers jours que ça mérite qu'on en parle. C'est génial parce que ça me fait penser aux gens qui sont ou qui étaient ou qui sont dans des roulottes ou qui étaient, oui, dans un ancien temps et qui se déplaçaient. Donc, il y en a qui font ça avec la coiffure. Ça peut être toutes sortes de choses. Donc là, le médical, ben, c'est pas mal. Eh bien, longue vie, longue route à la roulotte de David. Voilà, Absolument. Eric, écoute, ça fait déjà une demi-heure qu'on est ensemble. Ça passe très, très vite. Je voulais savoir si tu avais un mot de la fin pour les auditeurs. Alors, restez ensemble, restez unis. Nous ne sommes pas en guerre vaccinés contre non vaccinés. Ça, c'est important. Nous sommes tous dans la même galère, dans le même bateau. Et on va tous avoir besoin les uns des autres. On va avoir besoin aussi du pardon parce qu'on s'est blessés les uns les autres. On va avoir besoin de se solidariser parce que je suis pas convaincu que les choses s'arrangent très très vite, quelle que soit l'issue des élections. Les blessures sont profondes. Mais c'est une crise dans laquelle il faut pouvoir prévoir des opportunités. Et contrairement aux opportunités que nous prévoient Klaus Schwab et Yael Noah Harari, il ne faut pas que ce soit une opportunité pour nous numériser. Il faut vraiment que ce soit une opportunité pour nous diviniser, pour nous élever. Voilà. Quoi qu'il arrive, on ne doit pas vous enlever votre liberté intérieure. Et quoi qu'il arrive, vous devez penser à continuer à vous élever. Le simple exemple que je vais donner, c'est sur moi, moi je suis un homme colérique.
Et j'ai éprouvé beaucoup de colère et je me suis rendu compte qu'avec ce sentiment-là, en fait, on ne construisait rien de bon et qu'il fallait pouvoir la sublimer pour en faire quelque chose de plus spirituel que de la colère simple. Il faut que ça soit de l'énergie constructive. Il faut qu'on en profite, qu'on profite de cette crise pour travailler sur nos sentiments, se mettre en lien pour pouvoir créer quelque chose qui soit du positif. Voilà. Notre monde qui vient, nos enfants, nos petits-enfants vont avoir besoin de création. À nous de Voilà, jouer. tout à fait. La colère doit être transformée en force. Éric, je te remercie infiniment et je te dis bien, à très bientôt. À très bientôt, Déborah. Force à nous. Et tout ira bien, mais il faut qu'on accepte d'élever un petit peu nos sentiments. Et on ne va pas les laisser faire. Au revoir.